d'information, de débat sur la situation en Ukraine et de cette guerre qu'a lancée Poutine et l'armée russe contre le peuple ukrainien et contre l'Ukraine, qui est un fait majeur de la situation mondiale, qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts parmi les soldats des deux côtés et des dizaines de milliers de morts parmi les civils ukrainiens, énormément de blessés, de prisonniers maltraités, des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité, des millions de déplacés, donc 12 millions de déplacés ukrainiens, 7 millions qui sont restés en Ukraine et plus de 5 millions qui sont réfugiés dans d'autres pays européens ou en Turquie, des villes extrêmement détruites, voire rasées, une situation économique évidemment dramatique en Ukraine même, mais aussi, on le voit, des effets de plus en plus évidents sur les productions, les exportations, la circulation de produits de base ou de produits plus élaborés. Donc vraiment une situation qui impacte énormément la situation mondiale et qui avait d'abord un effet des dégâts humains extrêmement important. Donc nous, comme le NPA, comme anticapitaliste et comme internationaliste, on considère que notre devoir, c'est de soutenir les peuples en lutte et d'avoir une intervention dans ces grands moments de la situation mondiale. Donc c'est pour ça que le NPA, la Fédération de Paris, la Commission internationale et aussi la revue Intracor, on a organisé cette soirée. Et donc pour expliquer plus le sens de notre intervention et de notre positionnement et de la présentation du débat qui va avoir lieu, de l'introduction du débat, je passe la parole à Elisa. Merci à toutes et à tous d'être venus et merci à nos intervenants d'être là aussi. Tout d'abord, je voudrais excuser Catherine Samari qui était censée être parmi nous et présenter le débat. Malheureusement, ça n'a pas pu être, c'est dommage, elle avait très envie d'être parmi nous et nous aussi de l'avoir parmi nous. Covid. Voilà, Covid, tout à fait. Donc, comme a dit Christian, depuis les débuts de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, le NPA a pris position très vite. Nous avons exprimé notre refus pour cette invasion et on s'est positionné à côté du peuple ukrainien, de la résistance ukrainienne. Notre priorité a été, depuis le début, de développer une solidarité internationaliste par en bas, indépendante de tout gouvernement. Nous sommes solidarisés de la résistance ukrainienne et de la résistance armée et non armée, et en particulier des secteurs de gauche progressistes à l'intérieur de cette résistance. C'est pour ça que nous sommes engagés notamment dans le cadre du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, aux côtés de nombreuses organisations de gauche de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Olivier Desartino et Catherine Samari ont participé récemment pour le NPA dans une délégation qui a été organisée par ces réseaux. Darian nous en parlera plus tard. Et nous avons également développé des relations directes avec la gauche ukrainienne et notamment avec Social Miracle, qui est une organisation de gauche anticapitaliste. Vous verrez que nous avons des affiches et des stickers partout avec un QR. On a organisé une cagnotte voilà, pour récolter des fonds pour cette organisation. Si vous flashez le code, vous aurez un texte qui vous expliquera plus sur Social Miracle et vous pourrez participer à la cagnotte. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas ignorer que ce conflit, ces débats au sein de la gauche occidentale, au point de la diviser, nous ne pouvons pas ignorer non plus qu'une grande partie de la gauche occidentale s'est complètement désolidarisée de la résistance et de la gauche ukrainienne, avec laquelle elle refuse tout dialogue. Nous, on considère que ça, c'est très problématique parce que cette situation fragilise la gauche ukrainienne
et met à mal son rapport de force au sein de la résistance et sa capacité à mener à terme un projet politique émancipateur pour toutes les Ukrainiennes et tous les Ukrainiens. C'est pourquoi nous avons trouvé très pertinent et nécessaire d'organiser cette soirée pour que ces débats puissent avoir lieu de manière sereine et informée et prenant comme point de départ la parole des premiers concernés comme condition préalable à toute analyse ou débat. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir parmi nous Gilbert Achkar, professeur à l'Université de Londres, qui a participé dans de nombreux débats ces dernières semaines sur le caractère de la guerre et qui développera son intervention là-dessus. Denis Golbach, chercheur franco-ukrainien, qui nous éclairera sur le contexte ukrainien, sur les grandes contradictions socio-économiques et géopolitiques de l'Ukraine post-soviétique, sur le capitalisme oligarchique et les clivages identitaires et les mobilisations de Maïdan. Et finalement, Dalia Sabunova, chercheuse franco-ukrainienne et membre du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, qui a participé récemment à la délégation et qui nous parlera des différentes composantes de la gauche politique et syndicale prenant partie de la résistance ukrainienne et leur position et activité dans le contexte actuel. Bonsoir à toutes et à tous. Et ça me fait plaisir de revoir beaucoup de copines et de copains. Là. Ça fait longtemps, hein. C'est mon premier déplacement à Paris depuis le Covid, je crois, donc ça fait un bon bout de temps. Et puis très heureux de faire la connaissance des deux camarades, de Dalia et Denis, à cette occasion. Voilà, donc nous avons un temps limité puisque nous sommes 3 et qu'on ne va pas vous infliger plus d'1 heure au total. Donc ça va faire une vingtaine de minutes chacun. Et donc du coup, bien sûr, on s'est également réparti les sujets. Elisa les a un peu définis. Donc moi, j'ai peut-être le sujet le plus long, donc ça va faire très résumé. Hein. Bon. Voilà. Et donc je vais placer un peu tout ce qui se passe en contexte à la fois mondial et historique. Hein. Et il faut toujours, hein, c'est notre démarche bien sûr, face aux événements, pour pouvoir les comprendre, de les placer en contexte mondial et historique. Ça fait partie même de l'ADN du marxisme lui-même. C'est une méthode déjà expliquée dans le manifeste communiste, donc c'est ainsi que nous procédons. Et, cela dit, je précise tout de suite que je vais, donc, en posant des problèmes dans le contexte mondial et historique, dégager la responsabilité suprême qui est celle des États-Unis dans l'évolution du monde depuis lors. Je dis ça d'emblée parce que je sais que ça fait tiquer, mais je crois qu'il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire que la responsabilité des impérialismes britanniques et français dans l'évolution de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, elle est évidente. Bon, dire cela ne signifie pas du tout excuser Adolf Hitler. Hein, mais il faut bien savoir qu'est-ce qui a produit ce phénomène qui est ce que l'on sait. Alors, je pousse l'analogie un peu loin, je ne veux pas dire que c'est la même chose. Je veux dire, je ne fais pas d'analogie entre Hitler et Poutine, on est à un autre degré. Mais enfin, il faut pouvoir comprendre que c'est notre rôle quand même à nous de placer les choses dans leur contexte à la fois mondial et historique. Voilà, et donc ça va nous ramener du coup à la fin de la guerre froide, hein, à la fin de l'URSS, le début des années 90, et cette période historique qui s'ouvre, où on a donc l'Union soviétique qui a disparu de la carte en tant que fédération, en tant que confédération, en tant qu'État, et les États-Unis qui se retrouvent en position d'hyperpuissance, comme avait dit Védrine à l'époque,
ou comme une meilleure formule d'un commentateur américain qui parlait du moment unipolaire. C'est-à-dire le monde était entré dans un moment unipolaire. La formule est très bonne parce qu'elle comprend moment aussi, c'est-à-dire cette conscience qu'avaient les États-Unis, que ça ne durerait pas éternellement, que bien, il y avait des puissances montantes, celle de la Chine, et l'éventualité d'une remontée de la Russie elle-même, et qui restait une puissance militaire de premier plan. C'est-à-dire que l'économie russe s'est écroulée, mais les moyens militaires de la Russie étaient toujours là. Et donc, c'est une période charnière, une période clé dans laquelle les États-Unis sont confrontés à des choix, et ils vont faire les mauvais choix, si on peut dire, du point de vue de l'avenir du monde, et les choix étant, en ce qui concerne les rapports à la Russie, la question de l'OTAN, les États-Unis vont opter pour l'élargissement de l'OTAN, alors que c'est perçu par les Russes comme une façon d'ostraciser la Russie et de continuer à la traiter comme un ennemi potentiel, malgré toutes les dénégations. Une intervention économique des États-Unis, du Fonds monétaire international, etc., dans l'économie russe qui est absolument désastreuse. On va pousser à la soi-disant thérapie de choc, dont on sait bien que c'est le choc sans la thérapie, et qui va produire ce système ce pillage massif de l'économie russe. C'est l'opération d'accumulation primitive, si on veut prendre un concept de Marx, la plus spectaculaire de l'histoire mondiale. À ce niveau-là, à cette rapidité, un pays de cette taille se voir de fait privatiser, y compris ses ressources minières, enfin pétrole, gaz et tout, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Et donc c'est cette politique-là qui était l'objet de forts débats, je vous le dis, c'est pas pilotage automatique. Il y avait au plus haut niveau aux États-Unis des gens qui plaidaient pour une autre politique. Un plan Marshall pour la Russie, pas d'élargissement de l'OTAN, etc. Donc une intégration de la Russie dans le système mondial, si vous voulez, occidental, si on peut dire aussi, de la même façon que l'Allemagne, après 1945, l'Allemagne de l'Ouest, bien sûr, et le Japon avaient été intégrés dans ce système. Donc c'était un peu des gens qui plaidaient pour la même démarche. Ça n'a pas été retenu, l'administration Clinton a fait donc tous les mauvais choix, et c'est ça qui a créé cette période, donc une nouvelle période de tension, avec en plus la situation interne à la Russie, la situation économique, qui rappelle un peu celle de l'Allemagne de Weimar, l'humiliation ressentie par la Russie, par son armée et tout, qui également rappelle les conditions un peu de Weimar, c'est pour ça que j'ai commencé un peu avec ça, et donc ça va produire Vladimir Poutine comme réponse, si l'on veut, c'est-à-dire dans un pays qui était en plein chaos, il y a cette aspiration à quelqu'un qui tape sur la table avec une pointe de fer et tout, et c'est Poutine qui va jouer ce rôle. Et Yeltsin, Yeltsin qui était très l'ami des États-Unis, si on veut dire, qui va le mettre en scène. Bon, et on peut continuer, si vous voulez, à ce niveau-là. Qu'ont fait les États-Unis pendant toute cette période? C'était pas donné c'est-à-dire au moment de la première guerre contre l'Irak en 90, où l'Union soviétique était encore là, agonisante, le père Bush avait expliqué qu'on rentrait dans un nouvel ordre mondial où il allait y avoir la loi internationale, l'application de la loi, etc. Bon, tout ça, c'était pour obtenir un vote des Nations Unies, du Conseil de sécurité, pour la première guerre contre l'Irak. Mais qu'est-ce qui se passe après? Rien du tout. Les États-Unis continuent sur leur démarche unilatérale, contournent le Conseil de sécurité, donc violent la légalité internationale dans la loi de la guerre du Kosovo, qui implique l'OTAN, l'OTAN qui n'avait pas tiré un coup de feu pendant toute la guerre froide. Et puis après il y aura Bush fils, l'occupation de l'Irak, qui également se fait en violation de la légalité internationale. Et donc le décor est mis.
toutes les conditions sont là, évidemment, pour pousser du côté russe, eh bien, dans le sens qui va être celui de Poutine. Donc dire tout cela, ce n'est pas, encore une fois, l'excuser, mais c'est simplement tenir compte des données et désigner quand même la puissance qui reste de loin la principale puissance mondiale et qui a donc la principale responsabilité dans l'état du monde. Et ne pas le dire me semble véritablement poser problème. Alors, eh bien, Poutine, c'est une remontée du nationalisme russe ou même du chauvinisme grand russe. Ça va devenir de plus en plus. Ça commence avec le nationalisme russe, ça va devenir du chauvinisme grand russe. Donc un retour un peu à la nostalgie impériale de l'empire russe. Et les démarches qui vont être faites sont des démarches qui sont conçues comme des ripostes à cette sensation d'encerclement. Il n'y a pas besoin d'être paranoïaque pour sentir qu'on est encerclé quand on est en Russie, à Moscou, aux commandes. Quand on voit l'élargissement de l'OTAN qui s'approche des frontières russes, les États baltes qui sont d'ex-républiques soviétiques, qui sont intégrés à l'OTAN. Et donc, comment va réagir Poutine? Va réagir à la manière d'un chef impérialiste, si on veut, puisque la Russie est devenue, dans tous les sens du terme, cette fois-ci, pas seulement une puissance impériale, mais même une puissance impérialiste, c'est-à-dire au sens où on a un capitalisme russe cette fois-ci. Donc, eh bien, il va réagir en essayant de bloquer l'élargissement de l'OTAN, après les États baltes, en mettant le pied dans la porte, quoi, en empêchant la porte de se fermer. Et c'est comment? C'est des séparatistes locaux qui sont encouragés par Moscou, en Géorgie en 2008, et puis en Ukraine en 2014, qui sont des façons de bloquer l'OTAN. Parce qu'à partir du moment où ces pays, la Géorgie et l'Ukraine, sont en état de guerre, si l'on veut, en tout cas de très fort litige avec la Russie, il n'est pas question de les intégrer dans l'OTAN, parce que ça voudrait dire impliquer l'OTAN dans cela. Donc c'est pour ça qu'il fait cela, outre la question de la Crimée qui relève, elle, plutôt de ce chauvinisme grand russe, plus que de la question de l'OTAN. Alors, évidemment, ce sont des démarches impérialistes. Évidemment, toute référence au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est mensongère, parce que d'une part, la Russie ferait bien de commencer à le respecter sur son propre territoire. On a vu avec les Tchétchènes ce que ça a donné. Et puis, d'autre part, eh bien, cette façon pour une grande puissance de manipuler des minorités ici et là pour s'imposer comme l'a fait la Russie ne devrait tromper personne. Donc il y a ici une démarche impérialiste et une Russie qui, avec la remontée des prix du pétrole et tout, avait réussi à se remettre donc en selle économiquement, va se lancer dans Poutine va se lancer dans une politique de plus en plus interventionniste sur le plan militaire à l'échelle mondiale, bien plus d'ailleurs que l'URSS ne l'avait jamais fait. Le conservatisme des bureaucrates, on voit ici la différence entre le conservatisme des bureaucrates et l'aventurisme d'un chef de gang, quoi, finalement. C'est ce qu'on a. Oui, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a en Russie. Donc, en 2015, il intervient en Syrie. Intervention lourde, qui d'ailleurs est facilitée par la faible réaction d'Obama, qui était président à l'époque, en 2014 face à l'annexion de la Crimée et l'affaire du Donbass, sanctions et tout, mais d'un type que la Russie a pu absorber, d'autant plus que, à cause du facteur pétrole-gaz, toujours, comme on le voit même maintenant. Donc, à partir de là, une expansion régionale. Maintenant, vous avez Wagner en Libye, vous avez Wagner au Soudan, vous avez Wagner en Afrique subsaharienne, Mali, Centrafrique, etc. Donc,
il y a une politique vraiment d'intervention militaire de Poutine, et en même temps un durcissement du régime à l'intérieur, surtout après le tournant de 2012, qui est au moment du retour de Poutine aux affaires, parce que vous vous rappelez, il avait fait une petite séquence d'intérim avec Medvedev pour faire semblant de respecter la Constitution, puis après il l'a changé parce qu'il en avait marre de ce jeu. Mais à son retour en 2012, il fait face à des manifestations considérables contre lui, qui dénoncent y compris la fraude électorale. Et ça va être un tournant dans le durcissement du régime. Donc une étape est franchie dans le durcissement répressif du régime, qui va augmenter et jusqu'à la guerre en cours, qui va donner lieu à une nouvelle étape qualitative. Moi, je n'hésiterai pas à qualifier le régime de Poutine aujourd'hui de néofasciste, hein, c'est-à-dire le néofascisme consistant si vous voulez, c'est des régimes qui ont beaucoup de traits communs avec le fascisme sur le plan du nationalisme, de l'expansionnisme et autre chose, mais qui font semblant de respecter les normes démocratiques. Hein, c'est une fausse démocratie, si vous voulez, des élections, etc. Bon. Mais tout en maltraitant, comme vous le savez, toute possibilité d'opposition, y compris en assassinant les opposants dans le cas russe. Donc, et puis, depuis 2014, il y a eu le développement de ce qu'un auteur russe appelle une Ukraine mania, hein, en Russie. Donc, c'est devenu un thème tout à fait important de la propagande du régime, hein, de ce chauvinisme grand russe qui sert d'idéologie centrale au régime de Poutine, et qui va donc culminer avec cette guerre lancée contre cette invasion de l'Ukraine, présentée d'ailleurs un peu comme l'administration Bush avait présenté la guerre en Irak comme une défense préventive. Hein, c'est-à-dire, ils préparent des armes de destruction massive contre nous, donc on va intervenir pour empêcher cela. On a le même type d'argument, c'était pour l'invasion de l'Irak, pour l'invasion de l'Ukraine. Et d'ailleurs, Poutine, je me suis tapé une très grande série de ses discours, de ses conférences de presse, il est tout sauf imbécile. Hein, c'est un gars intelligent, rusé, et qui sait, et il donne systématiquement, j'ai pas besoin de le dire, il sait, chaque fois qu'il a une question un peu critique, il va citer les exemples du Kosovo jusqu'à... par exemple, comment vous reconnaissez l'indépendance de je sais pas quoi? Il dit, vous avez reconnu l'indépendance du Kosovo, donc ne me donnez pas de leçons sur reconnaître les indépendances d'États, d'entités séparatistes ou autres au sein d'autres États. Bon. Il reste 4 minutes. Oui, non, mais ça va terminer. Donc, maintenant, comme la guerre d'Irak, c'est une guerre impérialiste. En plus, c'est une guerre expansionniste, c'est-à-dire, contrairement au cas de l'Irak, il s'agit là vraiment d'une expansion territoriale de l'Empire russe. Et donc, on est dans un cas qui, je crois, au niveau du positionnement, je vais terminer sur la question du positionnement, c'est qu'on a une guerre défensive du côté ukrainien et une guerre expansionniste, une guerre d'agression impérialiste du côté russe. Ça veut dire que quand on traduit cela politiquement, parce qu'il y a des gens qui se disent léninistes mais qui ne savent pas traduire leurs analyses en termes politiques, hein, dire que, par exemple, c'est une guerre interimpérialiste, eh bien, ça voudrait dire, en traduction politique, défaitisme des deux côtés. Alors, il faudrait dire, en Ukraine, on sabote l'effort de guerre, on milite contre, et on demande aux gens de retourner crosse en l'air et tout. Hein, de la même chose que du côté russe. Hein, on incite les gens à déserter. Eh bien, non. Il suffit de le dire pour voir à quel point ça serait, absurde de penser comme cela, les camarades pourront le dire. Donc, on a une guerre juste défensive, ce qui fait qu'il est juste pour les camarades sur place de participer à l'effort de guerre, parce que c'est une guerre juste et défensive, dans les milices territoriales, dans l'armement, dans la forme la plus populaire
du combat dans ce pays. Ça veut dire aussi pour nous, à partir du moment où on reconnaît le caractère défensif et donc juste de cette guerre, soutenir le droit de l'Ukraine à s'armer, et à s'armer de là où elle peut obtenir un armement. Hein. Donc ça coule, si vous voulez, ça, et c'est aussi une position de non-opposition aux sanctions qui frappent la Russie, parce que ce sont des sanctions qui constituent une pression contre l'agresseur. Donc, tant que l'agression est en cours, on ne va pas définir pour dire non aux sanctions. Hein. Bon, on est dans un cas, donc, c'est pas comme les sanctions sur l'Iran ou les sanctions sur Cuba. C'est de très fausses analogies que certains font. Là, ce sont des sanctions sur un pays qui est envahisseur d'un autre. Et donc, même si nous ne sommes pas aux commandes de ces sanctions et nous n'avons pas les moyens de vérifier de quoi il s'agit, mais en tout cas, c'est une pression évidente sur l'économie russe et donc sur la capacité de la Russie de faire la guerre. Maintenant, du côté russe, bien entendu, c'est l'inverse. Ça veut dire, là, le défaitisme s'impose comme position politique. Là, la désertion, eh bien, qui existe déjà, d'ailleurs. Il y a des déserteurs et il y a aussi des objecteurs qui profitent du fait, j'ai lu un article là-dessus, que c'est une opération spéciale et pas une guerre, et que donc, hein, dans le pénal, la punition est moindre pour refus d'y participer. Voilà. Et donc, finalement, je termine sur cette question-là, en même temps, nous, de ce côté de l'Europe, eh bien, nous battons en même temps contre nos impérialismes. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur cette question-là ? Eh bien, c'est le refus du militarisme et des discours militaristes et des augmentations de budget militaire. Hein. Nous sommes pour le soutien à l'Ukraine, mais pas au détriment, si vous voulez, des budgets sociaux et autres, que ce soit... déjà, les dépenses militaires, nous pensons qu'elles sont énormes et que nous sommes contre ces dépenses militaires. Nous sommes pour la réduction radicale de ces dépenses militaires. Donc, nous sommes contre toute augmentation, soi-disant justifiée par l'Ukraine. C'est un mensonge, d'autant plus qu'ils sont tous unanimes à dire que la Russie s'est avérée beaucoup plus faible qu'on ne le croyait. Eh bien, alors, donc, raison de plus pour ne pas augmenter les budgets militaires. Et puis, nous sommes contre l'expansion de l'OTAN. Nous sommes toujours pour la dissolution de l'OTAN, et d'ailleurs des blocs militaires en général, qui sont des blocs impérialistes, celui de la Russie également. Mais la question de l'OTAN aujourd'hui, bon, vous avez cette question de la Suède et de la Finlande, notre position, je crois, devrait être claire. Nous sommes contre l'adhésion de ces pays qui ne fait qu'envenimer les choses, que créer un climat encore plus détestable dans les relations internationales, dont on n'a pas besoin d'ailleurs. Hein. Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir des alliances préfabriquées pour entrer en guerre. S'il y a une véritable guerre, ils se coordonnent. Bon, dans les guerres mondiales, c'était pas nécessairement cela. En tout cas, c'est la position que nous avons, je crois, toujours défendue, et que rien ne justifie de changer aujourd'hui. Hein. Donc, ceux qui expliquent, ah oui, mais l'OTAN, c'est perçu à l'Est comme un bouclier, etc. Moi, je crois qu'il faut être clair qu'on n'est pas d'accord avec cette idée-là. L'expansion, en tout cas, de l'OTAN doit cesser, et nous devons, en tout cas comme objectif et à l'horizon, être pour sa dissolution. Voilà. Merci beaucoup, Gilbert. Merci. Alors, le son n'est pas très fort vu là où est placée l'enceinte, donc je vais demander à Denis, puis il est au maximum, je crois, pourtant. Donc on va demander à Denis et Daria ensuite de parler bien dans le micro, pas trop, assez près. Voilà. J'essaie juste un peu. Ouais. Chacun ses problèmes de son. Hein. Tu peux parler Oui. Oui, je parle. Ça marche pas visiblement, non. Allô, 1, 2, 3, 4. C'est ça les noms.
Oui, Ouais. si. Ok, ça marche. Voilà. Ok. C'est un peu mieux ou pas? Oui, oui. Il faut parler fort. Ok, d'accord. Je vais essayer. Dites-moi si c'est trop fort. Bon, oui, pour commencer, je dois juste m'excuser en amont auprès de vous parce que vous allez subir mon accent et les erreurs linguistiques. Donc, vous allez juste devoir faire preuve de beaucoup de tolérance. Vous n'avez pas de choix. Cela dit, oui, je commence et... Pardon? Ma tâche, c'était un peu une tâche impossible de décrire ce qui est l'Ukraine. Bon, si quelqu'un devrait décrire la France en 20 minutes, c'est pas évident. Donc c'est une histoire inexhaustive, bien sûr, mais le premier point à soulever, je pense, c'est important, c'est le fait que l'Ukraine, c'est une nation à caractère périphérique, c'est quelque chose de principal à comprendre. Si on comprend avec la péninsule ibérique, on pourrait dire que l'Ukraine, par rapport à la Russie, c'est quelque chose comme le Portugal ou la Catalogne par rapport à l'Espagne. En France, il y a moins de cas comparables. On pourrait mentionner la Bretagne. On pourrait mentionner aussi l'Écosse par rapport à la Grande-Bretagne, parce que voilà, une phrase sur l'histoire un peu profonde. Au XVIIIe siècle, l'Ukraine actuelle, le territoire ukrainien actuel est partagé parmi trois empires, le russe, le polonais et le turc. Parce qu'auparavant, une série de soulèvements paysans orthodoxes finissent en création d'un État ukrainien qui devient très vite un État client du royaume russe, et qui après continue son expansion au détriment des terres turques. Et c'est l'Ukraine du sud actuelle, c'est le Kherson et les autres villes qui sont aujourd'hui font la scène des batailles, et qui sont colonisées, qui subissent des politiques un peu génocidaires. Donc il y a plus de population turque. Au lieu de ça, il y a des paysans, des serfs ukrainiens qui sont importés par des aristocrates russes et ukrainiens aussi, dans un processus qui est très comparable à ce que la gauche anglophone appelle le settler colonialism, le colonialisme de peuplement, ouais, en Israël ou au Canada ou aux États-Unis. Et cela, c'est comment le territoire de la Nouvelle-Russie est formé. Comment l'Ukraine l'a apprivoisé grâce ou à cause de l'Empire russe. Après, on voit, c'est l'histoire du XVIIIe siècle. Après, vers la fin du XIXe, ces mêmes territoires de l'Ukraine de l'Est et du Sud deviennent la scène de l'industrialisation forcée par l'État russe qui crée des conditions favorables aux capitaux occidentaux. Donc c'est en fait des investisseurs français, belges et anglais surtout qui viennent et qui installent, qui créent des nouvelles villes comme par exemple Donetsk qui est originellement appelée Yuzivka. Donc littéralement le village de Hughes, de John Hughes, l'industriel gallois qui y fonde son entreprise, son aciérie. Après, au travers de tous ces processus, on voit former la nation ukrainienne qui se forme au cours du 19e siècle, comme partout dans l'Europe orientale et centrale.
dans le cadre du mouvement nationaliste pan-européen, on voit aussi des intellectuels romantiques gauchos, un peu socialistes, nationalistes, qui forment l'idée de la nation ukrainienne. Donc c'est comme ça que ça devient une réalité qui devient visible lors de la révolution de 1917. Il y a plein de projets échoués, des républiques ukrainiennes, une république ukrainienne socialiste de peuple populaire, une politique anarchiste de Makhno, etc. Finalement, ce sont les bolcheviks ukrainiens qui gagnent grâce à l'appui de leurs camarades russes et qui intègrent la plupart de l'Ukraine dans l'URSS, alors qu'une autre part fait partie de la Pologne. Et bon, dans l'Union soviétique, c'est une histoire contradictoire, bien sûr. Il y a une industrialisation qui change le visage du pays profondément, bien que géographiquement, ça déroule selon les grandes lignes établies par l'Empire russe, donc dans les mêmes terres qui sont aujourd'hui en question pendant cette guerre-là. Staline y installe beaucoup plus d'usines, de centrales électriques, etc. En ce qui concerne des politiques culturelles, sans doute la plupart d'entre vous connaissent le mot enracinement, des politiques de la discrimination positive désignée par Lénine lui-même. En Ukraine, ça donne l'inclination locale qui s'appelle l'ukrainisation. Et même si sous Staline, cette ferveur indigéniste n'est plus le cas, mais même sous Staline et après, jusqu'à la fin de l'URSS, ce qui vaut retenir, c'est le fait que l'Ukraine reste toujours une entité autonome, séparée, du moins formellement, bilingue. Donc, si en Russie, par exemple, même des tableaux sur les rues, en Russie, en France, il y a qu'une langue. En Ukraine, tout était doublé. Donc, il y a vraiment un sentiment d'être une nation à part. Ce qui n'était pas forcément présent dans la conscience des Russes. Mais ok, on est dans l'année 1991, la fin de l'URSS, et la mouvance indépendantiste elle montre des chiffres qui sont censés prouver le fait que l'Ukraine est exploitée économiquement, que voilà, nous produisons en Ukraine tant d'acier, tant de métaux, tant de grains, tant de légumes, et pourtant nous consommons beaucoup moins. Donc c'est à cause de Moscou qui nous dérobe, etc. Et donc si nous devenons indépendants, voilà, nous allons être hyper riches. Ces calculs optimistes ne prenaient pas en compte des déséquilibres cachés, comme par exemple le fait que l'économie ukrainienne dépendait des matières premières pas chères, comme le pétrole et le gaz russe, parce qu'après la crise pétrolière de 70, l'Union soviétique n'a pas changé les prix. Donc c'était hyper pas cher par rapport aux prix mondiaux. Il y a aussi le problème de marché, parce que bien sûr que la plupart des produits ukrainiens ont été destinés pour la Russie, pour le Kazakhstan, pour les autres consommateurs soviétiques. Bon, il n'y a plus de l'Union soviétique, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de matières premières. Les marchés occidentaux ne veulent pas de biens ukrainiens parce qu'ils sont soit trop chers, soit la qualité est moins bonne. Bon, il y a une crise hyper profonde qui dure à peu près une décennie.
il faut juste dire que le PIB ukrainien de l'année 1990, le niveau de cette année n'a jamais été atteint. En Russie, si la Russie l'atteint, je crois, quelque part vers 2007, l'Ukraine non. Donc c'est la profondeur de la crise économique et bien sûr sociale qui transforme la société, mais c'est un autre sujet. La chose importante pour nous ici, c'est le fait qu'après la fin de cette décennie, au début des années 2000, il y a la croissance économique qui réapparaît, mais sur les autres bases, sur les bases d'une économie nouvelle, économie restructurée, qui désormais s'appuie sur l'exportation des matières premières sur les marchés mondiaux, surtout les métaux, les grains et les engrais chimiques. Donc, par rapport à l'économie de l'Ukraine soviétique, c'était déjà moins développé, moins sophistiqué, parce que la production automatique, la production des machines n'a pas trouvé de demande. C'était une économie donc très ouverte aux marchés mondiaux, très dépendante des cycles économiques, mais elle n'a pas été du tout ouverte aux capitaux étrangers. Parce que si, par exemple, la République tchèque, elle était face au même dilemme où trouver sa bourgeoisie, où trouver la classe bourgeoise. Donc pour les Tchèques ont fini par importer la bourgeoisie allemande. Ils ont vendu leurs biens, leurs usines aux Allemands, et voilà, ce sont eux qui sont la classe, qui font office de la classe capitaliste. En Ukraine, il y avait une volonté explicitement exprimée de créer une bourgeoisie nationale ukrainienne. Et c'est cette volonté qui est derrière la formation de la classe qui s'appelle l'oligarchie. Donc, en Ukraine, en Russie, l'oligarchie, ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas juste une façon de dire capitaliste, mais de manière plus rude. Un oligarque, c'est un capitaliste qui, premièrement, qui possède beaucoup plus de propriétés économiques. Parfois, on peut rencontrer, par exemple, un homme qui contrôle la plupart par exemple, tout le marché de la production de l'électricité pour un pays qui mesure 40 plus millions de gens. Donc, c'est pas Vincent Bolloré, même, peut-être, si on compare voilà. Et deuxièmement, ces droits de propriété sont conditionnés par son accès au pouvoir politique. Encore une fois, je ne vais pas vous faire des leçons sur Vincent Bolloré, mais j'imagine que s'il devient éloigné du gouvernement, il pourra garder ce qu'il possède. En Ukraine, la liaison entre les deux types de capitaux est beaucoup plus étroite. Si tu n'as plus d'accès au gouvernement, au président, tu n'as plus tes usines. Voilà le résultat de la politique de privatisation pas chère, concentrée, qui finalement, le système créé par ces processus n'est pas stable. Finalement, elle est secouée par des conflits qui donnent la révolution orange en 2004. Non, 4. Ça va venir. La révolution de 2004, dont le résultat le plus important, c'est le changement du système, c'est la réforme politique. Le rôle du Parlement est accru. Et désormais, c'est le Parlement, plutôt que l'office du président,
où les combats les principaux prennent sa place dans la politique. Et ce qui veut dire que le champ politique est désormais centré sur la lutte électorale plus qu'auparavant. Et c'est en ce moment qu'apparaît un nouveau clivage politique qui restructure tout le champ politique ukrainien. Le clivage qui sert pour encadrer cette lutte entre les groupements oligarchiques dans l'arène parlementaire. Et ces deux projets sont un peu imposés sur la population du haut par le biais des médias. Par exemple, il y a le nouveau format des émissions télé politiques, il y a l'Internet, bien sûr, qui fait que ces deux nouveaux projets sont imposés un peu, comme ça. Le premier, c'est le projet entre guillemets ethno-nationaliste ukrainien, qui est le projet qui promouvant la langue ukrainienne, l'identité plus ethniquement ukrainienne, plus ancrée dans l'ethnicité ukrainienne, et le projet occidentaliste dans le terme géopolitique et anti-soviétique, disons. Le deuxième projet, c'est entre guillemets l'identité slave orientale. Donc, c'est pas vraiment pro-russe, c'est slave oriental par le manque d'un meilleur terme. Une identité qui s'appuie sur l'identité soviétique, et c'est pas une identité socialiste, c'est loin de ça, mais superficiellement, il y a la nostalgie pour les années de Brejnev surtout. Géopolitiquement, il y a la volonté de rebondir avec la Russie. Culturellement, il y a la valorisation de la version plutôt soviétique de la mémoire historique, avec la Grande Guerre patriotique comme centre, et une valorisation de l'Église orthodoxe russe et la langue russe. Voilà. Donc il y a ces deux projets qui encadrent la concurrence. Ça marche normalement, sauf qu'il n'y a pas de limite à la polarisation selon cet axe. Donc la polarisation progresse et les limites sont atteintes vers l'année 2013, où il y a aussi d'autres crises qui coïncident avec celle-ci, notamment la crise économique, parce que 2012, c'est la fin d'un grand cycle des matières premières mondiales, et à partir de la deuxième moitié de 2012, il n'y a plus de croissance économique en Ukraine. En plus, il y a une nouvelle étape de concurrence entre la Russie et l'Occident, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de place intermédiaire pour l'Ukraine. Il faut choisir. La Russie pousse que Poutine lance des guerres. 2012, il n'y avait pas d'un mois sans une nouvelle guerre, sans une nouvelle interdiction d'importer, je sais pas, des tubes métalliques, des confiseries, etc., ukrainiens. Donc il y a cette pulsion. Vous devez choisir, mais si on doit choisir, l'économie ukrainienne va perdre, parce que et la Russie et l'Union européenne sont également importants pour l'économie du pays en ce moment. Tout ça résulte dans l'événement de soi-disant Euromaidan en 2013-2014. Un conflit qui... Bon, je ne veux pas m'arrêter beaucoup là-dessus. La chose importante, voilà, c'est que la Russie saisit l'occasion, elle annexe la Crimée, elle se mêle dans le conflit interne, parce que je ne veux pas non plus nier l'existence de la dimension interne en ce moment en Ukraine au conflit, mais c'est la Russie qui se mêle dans le conflit dans le Donbass,
en soutenant les séparatistes et par là en lançant cette longue guerre qui ne dit pas son nom. Mais qu'est-ce qui quelles répercussions pour le champ politique ukrainien? Il n'y a plus d'équilibre entre les deux projets parce que des millions des électeurs pro-russes ou slaves orientaux sont désormais hors du champ électoral ukrainien. Donc il n'y a pas de cet équilibre et le projet ethno-nationaliste devient dominant dans la sphère politique, dans la sphère publique. Sauf que la population reste tout de même apolitique au fond. Donc la sphère publique, les ONG, les journalistes, les médias sont tous de plus en plus nationalistes. Le président Poroshenko est forcé de devenir de plus en plus nationaliste. Mais en 2019, le peuple d'en bas dit ces mots en votant pour Volodymyr Zelensky, un comédien qui promeut une idéologie anti-idéologique et une politique anti-politique. Donc c'est le message principal. On en a marre de toute politique, on est contre toute idéologie. Un Coluche qui réussit, quoi. Voilà. Si tu peux conclure en quelques minutes. Ça Oui. Bon, donc la version extrême du nationalisme est marginalisée désormais. Zelensky est haï et détesté par les nationalistes ukrainiens, mais aussi progressivement il est de plus en plus détesté par les forces poutiniens parce que finalement, tout le monde voit qu'il n'y aura pas d'acceptation des accords de Minsk comme Poutine les voulait imposer. Parce que pour Zelensky, c'est impossible politiquement. S'il fait des concessions importantes à Poutine, voilà, il n'est plus le président au lendemain. Donc, il y a cette impasse qui est évident vers l'automne de 2020. Et selon des articles d'autres auteurs que j'ai lus sur la Russie, c'est justement le moment, l'automne 2020, où le gouvernement russe commence à préparer une réponse plutôt militaire que diplomatique, que politique à cette crise. Et je m'arrête là. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi ravie de participer ce soir à cet événement. Et je remercie les deux premiers intervenants. Je pense que c'est très important d'avoir justement ces deux perspectives ensemble, une perspective mondiale du point de vue des relations entre la Russie et l'Occident et en même temps avoir un regard sur les rapports entre la Russie et l'Ukraine, donc le contexte local, puisque justement ce qui manque très souvent à des textes que nous sommes habitués à lire ces derniers mois, c'est précisément la combinaison entre ces deux perspectives. Alors, moi, pour terminer cette série d'interventions, je vais parler de quelque chose encore plus concret, donc de la délégation du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine et contre la guerre, qui s'est rendue à Lviv entre le 3 mai et le 8 mai, donc très récemment, à l'invitation du mouvement social. Donc ce réseau, comme Elisa a déjà expliqué tout à l'heure, je vais répéter un tout petit peu peut-être, s'est constitué spontanément à l'initiative de quelques camarades suite à l'invasion, donc immédiatement après l'invasion, et qui regroupe aujourd'hui des représentants de multiples collectifs, d'organisations politiques, de syndicats de gauche,
Donc, du côté de la France, nous avons l'UNPA, Ensemble, Union syndicale solidaire, Copernic, PEPS, etc. Et il y a aussi Ensemble à gauche du côté de la Suisse, Razem de Pologne, Alliance rouge et verte de Danemark, Syndicat Unisson de Grande-Bretagne, etc. Donc la spécificité de ce réseau, en ce qui concerne son positionnement par rapport à la guerre en Ukraine, est qu'il part du principe que la solidarité internationale doit se constituer par en bas. Par en bas, c'est-à-dire en dialogue avec les organisations et les syndicats ukrainiens, donc en privilégiant leur point de vue sur la situation. Donc c'est la raison pour laquelle le réseau a accepté l'invitation du mouvement social de venir à Lviv pour rencontrer sur place les représentants des syndicats, du mouvement féministe, du mouvement antifasciste ukrainien. Alors, le mouvement social, en quelques mots, c'est une organisation de la gauche radicale ukrainienne, une organisation relativement jeune qui aspire à devenir un parti politique, à condition de pouvoir récolter assez de fonds pour pouvoir être enregistrés en tant que parti. Donc, ils ont besoin de 10 000 euros, notamment, pour pouvoir être enregistrés comme parti, d'où le fait qu'ils ont besoin d'un soutien financier, et d'où le fait que ce soir, il y a une cagnotte qui a été organisée pour soutenir le mouvement social. Donc, pour résumer, en fait, les différentes interventions et discussions que nous avons pu avoir pendant ces 2 jours avec les camarades ukrainiens, on constate d'abord en fait une assez forte unanimité quant à la caractérisation de la nature de la guerre en cours. Il s'agit pour eux et pour elles d'une agression nourrie par les prétentions impérialistes de la Russie, une agression qui est considérée comme étant non provoquée, absolument injustifiée et injustifiable, du point de vue des considérations de sécurité qui ont été évoquées tout à l'heure par Gilbert Achcar, comme le prétendent certains camarades, en insistant de manière, je souligne, exclusive sur l'encerclement de la Russie par l'OTAN comme facteur central dans le conflit, c'est-à-dire en négligeant d'autres facteurs de cette guerre. Et donc, pour les camarades que nous avons rencontrés, le peuple ukrainien a le droit absolu à l'autodéfense dans cette situation. Toutes les personnes que nous avons rencontrées participent à la résistance armée, soit directement, soit indirectement. Donc, directement, dans la mesure où la plupart des membres des organisations, les membres de la plupart des organisations participent déjà au combat. Donc c'est le cas de Taras Belous du mouvement social, donc l'auteur de la première lettre à la gauche occidentale qui a beaucoup circulé, traduit dans beaucoup de langues. Une des membres du collectif féministe Bilkis que nous avons rencontré participe également dans les combats, ainsi que des milliers de syndicalistes, notamment de la région minière de Kryvyi Rih. Mais il participe aussi indirectement à la résistance armée, dans la mesure où les camarades qui restent en dehors des zones de combat sont pour la plupart engagés dans des campagnes de collecte d'argent pour l'armée. Ces campagnes sont organisées par des collectifs qui peuvent être justement le moins du monde soupçonnés de sympathie initiale pour des attitudes militaristes et virilistes. Pour ne donner qu'un exemple, le coopératif Queer Lab
donc un coopératif qui fait des tatouages et des piercings, qui est installé à Lviv, actuellement verse 50% de son revenu à l'armée ukrainienne. Donc s'il y a une critique de l'Occident qui se dégage dans les discours que nous avons entendus, celle-ci pointe plutôt son soutien diplomatique, économique et militaire insuffisant. Nous avons pu lire ces derniers mois des articles effrayés de nos camarades sur le flot des armes de l'OTAN, des files interminables de camions transportant des munitions, etc. Donc, comme dans un article de Watkins qu'on peut lire dans la New Left Review. Or, sur le terrain, la situation se présente très différemment. En fait, les combattants de l'armée régulière, mais surtout les volontaires qui sont engagés dans les unités de défense territoriale, manquent presque de tout. Hein, donc il manque de casques, de gilets pare-balles, d'appareils de surveillance dans l'obscurité, de médicaments, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, les syndicats essayent de se les procurer eux-mêmes pour équiper leurs camarades qui partent sur le front. De même, plusieurs dizaines de camarades se sont réunis dans une initiative qui s'appelle Opération Solidarité. Donc une initiative qui s'est constituée pour fournir un soutien matériel et un soutien logistique à un bataillon antifasciste qui actuellement se trouve dans le sud de l'Ukraine et qui compte aller plus loin, donc qui compte aller combattre dans l'Est. Donc quand on leur demande finalement quelle forme d'aide en fait les camarades syndicalistes en France ou les camarades antifascistes en France pourraient leur fournir, ils commencent invariablement par évoquer ces besoins militaires des combattants. S'agissant des sanctions économiques, les syndicalistes du secteur énergétique, par exemple, insistent sur la nécessité de se défaire de la dépendance des hydrocarbures russes afin d'arrêter le financement par l'Occident de la guerre que Poutine mène en Ukraine. Voilà. Donc, c'est quand même à ce discours de on critique l'Occident parce qu'il n'aide pas assez militairement et parce qu'il ne fait pas assez pression du point de vue économique. Donc, cette unanimité concernant le regard porté sur l'aide occidentale ne veut pas dire, cependant, qu'il existe des illusions quant à la nature de l'OTAN, qui a poursuivi son expansion après la dissolution de l'URSS et qui a même profité de cette dissolution, comme Gilbert l'a rappelé tout à l'heure. Il n'existe pas non plus d'illusions quant aux motivations plus particulièrement des États-Unis pour rassembler les États membres de l'Alliance autour d'un nouvel objectif et détourner l'attention de l'Afghanistan. Zakhar Popovich, qui est le membre fondateur du mouvement social, ne nie pas que d'un certain point de vue, il s'agit bel et bien d'une guerre inter-impérialiste, donc résultant de tensions géopolitiques croissante sur fond de la crise de l'accumulation. Mais, d'une part, ce niveau de l'affrontement n'est qu'un niveau parmi d'autres qui ne doit pas ne faire oublier qu'il existe cet autre niveau qui consiste en une attaque de l'impérialisme russe contre une ancienne semi-colonie, et que la résistance menée aujourd'hui en Ukraine contre l'envahisseur est une résistance authentique et autonome. D'autre part, il est selon lui erroné de penser que l'échec militaire russe va nécessairement renforcer les velléités interventionnistes de l'OTAN.
Au contraire, pour lui, c'est la victoire de l'impérialisme russe en Ukraine qui risquerait de renforcer l'instabilité géopolitique mondiale et nourrir d'autres guerres d'agression. Donc il faut aussi noter que l'unité de la résistance face à l'envahisseur russe n'a pas fait du tout disparaître les conflits de classe au sein de la société ukrainienne. Donc certes, on constate tout d'abord, quand on parle avec les syndicalistes, une très grande fierté donc des travailleurs et des travailleuses du secteur public pour les efforts qu'ils aient pu fournir depuis l'invasion pour permettre le bon fonctionnement des services essentiels. Donc, par exemple, Alexandre Skiba, un dirigeant syndical dans un dépôt de locomotives à Kiev, a décrit avec émotion l'abnégation avec laquelle les travailleurs du rail pouvaient rester jusqu'à 30 heures d'affilée sur leur lieu de travail afin d'assurer l'évacuation des populations civiles de Kiev, par exemple, vers les régions occidentales du pays. Cependant, il ne s'agit pas de céder sur les combats concernant les conditions de travail, y compris pendant la guerre. Ainsi, les représentants des syndicats, des travailleurs et surtout des travailleuses du secteur de la santé ont produit un bilan très critique des politiques néolibérales qui ont été menées dans le secteur de la santé depuis le milieu des années 2000. Politiques qui ont laissé le secteur de la santé complètement démuni d'abord face à l'épidémie du Covid et ensuite face à la guerre. Par ailleurs, fin mars, le gouvernement ukrainien a adopté une nouvelle loi, une loi sur l'organisation des relations de travail pendant la loi martiale, qui prévoit toute une série de dérogations au Code du travail pendant la guerre. Par exemple, il facilite la conclusion des contrats à durée déterminée, facilite la possibilité de transfert de l'employé à un autre lieu de travail sans préavis préalable de 2 mois, ainsi que le changement significatif des conditions de travail, encore une fois sans respecter un délai de préavis. Plus grave encore, le cabinet des ministres a imposé un moratoire sur l'inspection du travail pendant la durée du conflit, ce qui veut dire concrètement que les travailleurs et les travailleuses n'ont plus la possibilité de contester leurs conditions de travail, la baisse des salaires et les licenciements abusifs. Alors, il y a toutefois une conviction très nette chez les personnes que nous avons rencontrées que c'est la guerre qui est menée par Poutine qui rend difficile l'avancement des luttes syndicales sur toutes ces questions. Donc, outre le fait que pour lutter, il faut d'abord vivre, les syndicalistes, aussi bien que les militantes féministes, ont insisté sur les différences radicales quant aux perspectives des mouvements sociaux, des luttes sociales, entre l'Ukraine et les territoires occupés, donc que ce soit depuis 2014 ou récemment occupés depuis février 2022. L'occupation russe signifie concrètement la fin du syndicalisme indépendant, donc, puisque le mouvement social il collabore vraiment avec des syndicats indépendants qui ne cherchent pas des compromis avec l'employeur, la fin du syndicalisme indépendant, fin des mouvements féministes et LGBT, ainsi que globalement la fin de tout mouvement social et politique de contestation à cause notamment des pratiques répressives arbitraires qu'on constate déjà dans la région de Kherson par exemple. Donc c'est la raison pour laquelle les collectifs féministes qui sont pourtant très fermes dans leur critique principielle du militarisme, donc qui pour elles va de pair avec les politiques d'austérité, qui va de pair avec
le creusement des inégalités de genre et qui contribuent au déchaînement des violences faites aux femmes, elles sont quand même dans la situation actuelle emmenées par la force des choses à soutenir de manière tout aussi ferme la lutte armée. Alors concrètement, les activités de ces collectifs, des collectifs féministes, sont actuellement essentiellement tournées vers l'humanitaire, afin, par exemple, de procurer un hébergement aux personnes déplacées, un service de garde d'enfants, puisque les femmes qui arrivent avec les enfants dans les régions occidentales n'ont pas en fait accès à garde d'enfants, et d'aide matérielle aux femmes touchées par la guerre, les femmes les plus touchées par la guerre, notamment les femmes âgées, puisque les retraites des femmes sont très petites et sont très sensibles beaucoup plus sensibles que ceux des hommes à l'inflation. Il mène également une réflexion et une entraide psychologique autour de la question du viol, auquel des centaines de femmes ukrainiennes ont été soumises par l'armée russe. Mais elle rappelle néanmoins que l'armée ukrainienne est une des plus féminisées au monde. Donc déjà avant la guerre, la part des femmes dans l'armée ukrainienne était de l'ordre de 17% parmi les effectifs de soldats et d'officiers, et 22% si on compte aussi les postes non militaires du ministère de la Défense. Et les femmes ont continué en fait à rejoindre l'armée et les unités de défense territoriale depuis le début du conflit. Il est simplement difficile pour l'instant à donner un chiffre, puisque ces données ne sont pas encore révélées. Donc le combat féministe doit aussi s'ancrer dans ces espaces-là, mais au-delà du fait qu'il s'agit de soutenir les combattantes, il y va, selon les deux collectifs féministes que nous avons interviewés, donc Bilkiz et Workshop Féministe, de la survie même du mouvement féministe en Ukraine. Voilà. Donc ce sont des personnes qui ne croient pas que l'occupation russe va permettre en fait le développement d'un mouvement féministe qui a été pourtant assez important en Ukraine ces 10 dernières années. Donc pour terminer, les militants et les militantes que nous avons rencontrés nous ont très chaleureusement remerciés pour le soutien que les organisations européennes leur apportent, et l'engagement à faire entendre leur voix dans nos pays respectifs. Depuis la France et d'autres pays, on mesure encore très mal le sentiment d'abandon diffus chez nos camarades ukrainiens face au flot d'analyses publiées par les intellectuels et les organisations de gauche qui ignorent leur point de vue et de fait remettent en cause leur droit à l'autodéfense anti-impérialiste. Ainsi, interrogé sur le manifeste féministe Feminist Resistance Against War, donc un manifeste qui a été signé par plus de 150 féministes occidentales et latino-américaines, donc un manifeste qui demande un cessez-le-feu immédiat, sans exactement préciser sous quelles conditions, et sans dire un mot sur le droit du peuple ukrainien, et notamment des Ukrainiennes, à se défendre. Ksenia Termasina de Feminist Workshop a rappelé que rien pour nous sans nous doit redevenir le principe de base de tout mouvement internationaliste contre la guerre. Merci vraiment de vos interventions, du panorama de la situation et aussi de nos responsabilités du coup qu'elle nous donne. Mais il y a sûrement beaucoup de questions ou de remarques que les uns, les unes, les autres dans la salle voudraient faire sur tel ou tel point qui ont pu être développés ou qui n'ont pas été assez développés
de votre point de vue. Juste le temps que vous décidiez pour lever la main, on rappelle que la semaine prochaine, sur le site du NPA, on diffusera les interviews faites par Olivier, Daria et Anna Pereira à l'occasion de cette délégation. Donc voilà, ça sera diffusé sur le site du NPA. Et il y a des diffusions aussi, il y a d'autres diffusions qui sont faites par d'autres membres de la délégation sur divers sites européens pour voilà, français et européens. Et par ailleurs, il y a d'autres délégations et d'autres convois humanitaires ou syndicaux qui ont eu lieu avant cette délégation, qui auront lieu après, donc à suivre.